Vous connaissez Lucky Luciano, je pense que vous connaissez Dutch Schultz et vous connaissez évidemment Al Capone. Dans l'histoire de la mafia américaine, il y a un autre gangster, un boss, qui dans les années 30 a tenu tout Harlem et qui est mort de vieillesse, riche et dans son lit. Pourtant, ce gangster, vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que c'était une femme et que cette femme était noire. C'est son histoire incroyable qui vous est racontée dans Queenie, la marraine de Harlem, et ce sont à présent ses auteurs qui vont vous en dire plus. J'ai découvert Stéphanie Sinclair il y a quelques années par le biais de ma mère. Une partie de mon travail d'artiste est de réinstaurer et réhabiliter le corps noir dans la peinture et surtout mettre en lumière des personnages qui ont marqué leur époque mais qui ont été un peu invisibilisés par l'histoire. En fait, on a décidé de travailler dans l'idée de rassembler un matériau narratif adaptable en différents formats. Pour la documentation, on a étendu notre recherche bien au-delà d'une seule intrigue et notre premier traitement a été celui d'un scénario du type long métrage. Et le moment le plus magique a été quand on s'est posé à Harlem avec Elisabeth pour entamer la trame du roman graphique avec un nouvel impératif qui était qu'est-ce qu'Elisabeth a envie de dessiner. On était en plein mouvement Black Lives Matter. Et on se retrouve comme ça, deux Françaises qui essaient de raconter l'histoire de Harlem, l'âge d'or de Harlem. Donc tout à coup, on s'est retrouvé avec une espèce de pression et de responsabilité morale et artistique. C'est une période passionnante, la Harlem Renaissance. Dans les années 20, Harlem est un refuge pour tous les Noirs américains. L'abolition de l'esclavage a été actée en 1865, mais n'a pas eu raison du racisme. Et l'été 1919, par exemple, qui s'appelle le Red Summer, des centaines de Noirs sont encore battus et tués. L'embrasement fait jaillir un militantisme intense à Harlem. La communauté comprend qu'elle a des droits et se réunit et forme une sorte de groupe d'élite intellectuelle. Arrive la crise de 1929 qui ravage l'Amérique, mais paradoxalement, on se tortille encore sur les pistes du Savoy et à l'Apollo. Des légendes comme Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday vont faire leur premier pas. On trouve aussi du réconfort à l'église, des pasteurs comme Beckton ou Father Divine qui brassent des fortunes mais aussi se substituent aux aides sociales. Les Harlémites ordinaires n'ont jamais vu pratiquement l'intérieur d'une boîte de nuit. Ils luttent pour joindre les deux bouts et pour conjurer l'adversité, ils vont jouer à la loterie clandestine, communément appelée The Numbers Game. Et à la tête du plus important business de loterie clandestine, on trouve Stéphanie Sinclair, une femme noire d'origine martiniquaise qui parle 5 langues avec un accent français à couper au couteau et qui mène son business d'une main de fer et aussi son image médiatique. La mafia a énormément prospéré pendant la Prohibition et 5 familles de gangs italiens, mais aussi juifs et irlandais, se partagent tout le business illicite à New York. Le seul business qui leur échappe est celui de la loterie illégale. Et pendant un temps, ils ne s'en soucient pas parce que l'alcool rapporte tellement plus, mais quand se termine la Prohibition, tous ces prédateurs vont venir s'intéresser à ce pactole à saisir, et un pactole d'autant plus intéressant que seule une femme noire se dresse devant eux. Xavier Lapéroux trace une route très originale dans la littérature française parce qu'il est un digne héritier du fantastique sud-américain. Cazares, Carpentier, choisissez vos auteurs préférés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fantastique, comme vous le savez, c'est l'irruption de l'étrange dans la réalité. C'est le travail sur la fissure, la marge, le décalage. Sud-américain, si on devait vraiment, à grands traits résumer, c'est que ce fantastique a toujours en toile de fond quelque chose à nous dire de la littérature elle-même, ou en tout cas des grandes narrations qui peuvent nous mouvoir en tant qu'hommes et femmes. Dans ce livre, c'est l'histoire d'un professeur, un professeur de cinéma, spécialiste de l'œuvre de Hitchcock, et dont la routine est d'enchaîner les conférences dans lesquelles il disserte sur une des œuvres les mieux connues et les plus populaires du maître, et qui est Les Oiseaux, le film. Et puis ce personnage va voir sa réalité, enfin celle qu'on partage avec lui, c'est-à-dire le monde normal, va le voir infecté tout à coup par des signes étranges d'irruption du scénario des oiseaux dans la vie réelle. C'est-à-dire, il y a des attaques d'oiseaux pour de vrai, et puis lui, il est bien placé pour le savoir. Il repère des petites articulations narratives. Enfin, c'est vraiment le scénario des oiseaux qui est en train de prendre le contrôle de sa vie. Sa première réaction, évidemment, c'est la peur, c'est la fuite. Et puis, assez rapidement, il va se dire, mais finalement, puisque c'est l'histoire que je connais le mieux au monde, est-ce que je ne serais pas capable de passer de personnage à auteur?
et de tout simplement me dresser contre le destin, parce que vous l'aurez compris, c'est une métaphore de l'homme face au destin. Plus généralement aussi, Xavier, dans ce livre, fait une expérience littéraire passionnante, puisqu'il travaille comme un hacker. De la même façon qu'un hacker injecte un virus dans un code, lui, il injecte sa narration dans la narration du maître, de Hitchcock. Et vous ne serez pas déçus, parce que ça, c'est un peu théorique, mais si on le ramène à du plaisir à tout simplement un plaisir de lecture, ben, injecter du suspense dans du suspense, ça fait du suspense au carré. Vous devez commencer à être un certain nombre à le savoir, mais je n'aime à rien tant qu'un grand premier roman ambitieux. Et c'est bien un adjectif qui qualifie le rapport chinois, c'est l'ambition. Voilà un roman qui est à la croisée de deux grands genres littéraires. Le premier, c'est que c'est une variation sur le thème du bouffon. Alors évidemment, le grand bouffon, la figure falstaffienne, donc Quichotte si vous préférez, mais en littérature, et puisque ce livre a déjà été souvent comparé à cette œuvre, au Ignatius Rei de la conjuration des imbéciles. Le bouffon, évidemment, sa fonction, c'est quoi? C'est qu'on commence dans une satire, on rit beaucoup d'un personnage monstrueux, grotesque, et sa mission politique, c'est de nous amener à un moment à nous ouvrir les yeux et à voir que sa bouffonnerie, sa bêtise, son idiotie, ça est finalement une porte d'entrée pour essayer de nous dessiller le regard et de nous faire ouvrir les yeux sur la véritable folie, celle qui compte, non pas celle du personnage qui nous fait un spectacle, mais celle du monde qu'on a tendance à repousser parce qu'il nous faut bien composer avec. La deuxième grande tradition à laquelle s'attache le livre, c'est la tradition moderne et très américaine de ces pathétiques personnages qui se veulent des héros du système capitaliste, du système du grand rêve américain, ou en tout cas du grand rêve mondialisé, et qui n'ont pas le surplomb pour voir qu'ils sont en fait des rouages souvent méprisés, parfois même inutiles d'un système qui finalement les broie. L'œuvre de référence, c'est La mort d'un commis voyageur, mais plus récemment, pour ceux qui ont lu Sinclair Lewis, parce que j'adore ce livre, c'est Babbitt, puis plus récemment, parce que on est quand même un certain nombre à avoir été émus par le film Les Noces rebelles. Comment ça se goupille ici? Eh bien, il existe un rapport. Ce rapport traîne dans les commissariats, dans les palais de justice. On dit qu'il est maudit et que sa lecture, donc, vous rend fou. Et ce rapport a été écrit par un certain Tugdual Logier, le rapport chinois, celui que vous allez avoir entre les mains et son histoire. Cet homme est un magnifique et splendide crétin, un absurde, un macho, un raciste, un maniaque, un mégalomane. Il se rêve absolument extraordinaire et à chaque phrase qui passe, on rit de le voir, c'est même pas de la médiocrité, on rit de ce monstre pathétique, mais il se trouve qu'il est engagé dans un immense cabinet de consulting et que le fait qu'il y soit engagé dès les premiers jours, il va le découvrir à ne rien faire, ne semble absolument pas perturber ses rêves de grandeur. Sauf qu'au bout de 3 ans, enfin la mission va arriver, un supérieur qui n'a pas l'air beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux cortiqué que lui confie enfin une tâche, et pas n'importe laquelle. Il lui demande de rédiger pour un client asiatique le rapport chinois. Le rapport chinois, ça n'est rien moins que le rapport qui va permettre à la Chine, une fois pour toutes, de devenir le plus grand envahisseur économique de notre pays. Tugdual ne doute de rien, c'est la fonction du bouffon, et il va le rédiger. Ce rapport de 1400 pages, cet ogre, ce monstre de papier, est évidemment un manifeste de folie, ou dadaïste si vous voulez, ou d'art brut. En tout cas, un vaste collage délirant d'articles pompés sur Wikipédia, 200 pages sur la tradition du rouleau de printemps, des statistiques, des courbes économiques, mais piquées à Thaïlande, puisqu'évidemment Tugdual ne voit pas trop la différence entre la Chine, le Japon, la Corée, tout ça, pour lui, c'est des pays d'Asie, et ça se mélange allègrement. Mais enfin, voilà, il l'a rédigé, il en est absolument fier, il est absolument persuadé que c'est une immense œuvre économique. Et on en rit beaucoup, on en rit jusqu'à ce que le rapport soit rendu au client et que le client le trouve brillant. Et il achète une somme indécente. Ça, c'est la moitié du livre. Pas tellement que je veux vous le gâcher, c'est que je veux insister sur les articulations qui font l'ambition de ce roman. Et là, on change totalement de genre puisqu'on se retrouve dans la littérature du réel, on se retrouve dans un commissariat de police avec une enquêtrice qui appartient à la brigade des stupes et qui est persuadée, parce que ça fait des mois qu'elle enquête dessus, que cette société à laquelle il appartient, et lui-même évidemment, est une façade des cartels de la drogue. Il y a d'autres théories qui circulent, mais il doit bien y avoir quelque chose puisque ce rapport a été acheté à des sommes aussi impressionnantes. Et voilà, une machine se met en marche. Et ce qui est passionnant à partir de là, c'est que, comme on le disait au début, le rapport va passer de main en main, experts, juges,
Et que finalement, c'est pour ça qu'il devient maudit, personne ne va avoir le courage c'est comme dans la fable de l'empereur à nuit, personne ne va avoir le courage de dire l'ineptie de cette masse, parce que dire l'ineptie de cette masse, c'est reconnaître l'absurdité bien plus dangereuse du monde dans lequel on évolue, celui de la finance incontrôlée, dont à un moment ou à un autre, on est tous, si ce n'est un rouage, au moins complices. C'est un roman absolument prodigieux, vous allez y entrer dans la satire, vous allez beaucoup rire. Et je ne voudrais absolument pas faire comme si le rire était l'ennemi de la littérature, mais juste attirer votre attention que si c'est un grand livre, c'est que vous allez commencer par rire de son personnage, et quand vous le fermerez, je vous promets que le rire féroce sera un peu changé, et ce sera sans doute transformé pour vous en une sorte de mélancolie, une belle mélancolie littéraire, parce que ce roman a beaucoup à vous dire, à nous dire sur le monde moderne, et en cela, il remplit sa fonction.